Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 20 décembre. Une annonce qui fait du bruit dans le paysage politique local. Jean Rottner démissionne de la présidence de la région Grand Est et quitte la vie publique pour des raisons familiales. Réactions et détails dans notre édition. État des lieux également sur les chauffages d'appoint. Avec les températures hivernales, certains décident de compléter leur source de chaleur principale. En 3 jours, certaines enseignes ont vendu une centaine de produits. Ils ont les mains dans la farine depuis 6 générations. Au cœur de la boulangerie Stéphanus, installée à Petit-Réderchamps, Moselle-Est. C'est donc une histoire de famille, vous le verrez dans un instant. Pensez au parapluie pour mercredi, le ciel sera d'abord gris et sec le matin, mais les pluies fines et éparses s'inviteront l'après-midi. Le thermomètre, quant à lui, continue sa progression de 7 à 11 degrés. Et pendant que la Coupe du Monde se jouait au Qatar, une grave affaire de corruption au Parlement européen éclatait au grand jour. Et le Qatar est en première ligne puisqu'il est soupçonné d'avoir influencé des décisions économiques et politiques en versant des sommes conséquentes à des députés ou encore des assistants parlementaires. Pour décortiquer la situation, ce soir, nous sommes en présence de l'eurodéputée Nathalie Colin-Oesterlé. Bonsoir. Bonsoir. Avant de connaître votre regard sur cette crise et les potentielles mesures qui vont être prises dans les prochains jours, on va développer le reste de l'actualité. Et bien sûr, l'actualité forte, c'est ce coup de tonnerre politique en cette fin 2022. Président de la région Grand Est depuis 5 ans, Jean Rottner annonce quitter cette fonction et la vie publique. Dictée par des impératifs familiaux, l'élu républicain démissionnera d'ici la fin de l'année de l'ensemble de ses mandats. L'occasion de revenir sur le parcours chahuté de cet Alsacien à la tête d'une nouvelle grande région. Les explications de Fanny Bragard et Arnaud Demerlet. Les Alsaciens ne font pas long feu à la tête du Grand Est. Comme son prédécesseur Philippe Richert, Jean Rottner quitte la présidence de la région pour raisons personnelles. Il y a 18 mois déjà, il confiait sur notre antenne son attachement à ses proches. Cette famille, pour moi, je suis très discret au-delà de ces quelques mots parce que c'est aussi un peu un îlot de préservation. Je leur dois, parce que quand on est exposé publiquement comme je le suis, c'est pas toujours facile d'être la fille ou le fils de quelqu'un de connu en politique. Je me dois de les préserver. Je me dois là aussi de leur permettre d'avoir une vie la plus normale possible, la moins exposée possible. Médecin urgentiste de profession, il n'a cessé de donner de la voix pendant la crise sanitaire, comparant la pénurie de masques et de tests à un scandale d'État. Appelé en urgence il y a 5 ans, l'ancien maire de Mulhouse a vécu un premier mandat compliqué par le mariage forcé de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Concurrencé lors des régionales de 2021, le président du Grand Est a conservé son fauteuil à l'issue d'une quadrangulaire, mais il n'est pas sorti renforcé de cette élection. Nos concitoyens ont bien compris le rôle de la région et le rôle dans leur quotidien. Moi, je souhaite encore aller plus loin, être encore à la tête d'une région dynamique qui joue son rôle en France, en Europe et dans le monde, parce qu'on doit créer de la valeur, parce qu'on doit créer de l'emploi, et on doit créer aussi une forme de fierté. Vous savez, elle ne se décrète pas, donc elle se construit. Opposé au milieu des années 2010 à la fusion des régions, sa volte-face n'est pas passée auprès des partisans de la sortie de l'Alsace du Grand Est. Une rupture consommée depuis avec la naissance le 1er janvier 2021 de la collectivité européenne d'Alsace. Selon des sources proches, c'est éreinté par une pression infernale que Jean Rottner a décidé de démissionner ce 20 décembre. C'est son premier adjoint Franck Leroy qui assurera l'intérim avant de nouvelles élections début 2023. Et vous l'imaginez bien, c'est une décision qui fait réagir les élus du territoire. On les écoute tout de suite. Nous avons constitué et créé ensemble l'Assemblée régionale et la région Grand Est. Il a travaillé sur une politique touristique qui nous a permis, au département de la Moselle, d'obtenir la 6e destination touristique de la région Grand Est. Il avait la farouche volonté d'installer également la région dans les politiques de transport, ferroviaire naturellement, mais aussi les politiques sportives, les politiques culturelles, les politiques d'aménagement du territoire, les politiques des lycées. Nous étions au collège, dans les départements, il était au lycée, donc il y avait cette relation également qui existait, donc une grande surprise. Voilà, il aura été un président qui aura marqué de façon significative.
Jean Rottner faisait aussi consensus au sein de cette équipe. C'était effectivement celui qui organisait, celui qui rassemblait l'ensemble des tendances qu'il y a dans cette majorité. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir demain quelle sera la majorité qui sera à la manœuvre à la région, quel est le périmètre, parce qu'il y a un sujet sous-jacent qui est celui de l'avenir de l'Alsace au sein de la région Grand Est. Quelle est la majorité? Est-ce que cette majorité va évoluer? Voilà tous les sujets qui se portent et sur lesquels nous aurons à nous prononcer. Notre groupe, la gauche solidaire et écologiste, contribuera bien sûr à ce débat. Bien, c'est une surprise parce que rien ne l'annonçait. Et s'agissant d'un motif familial, c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui en soit respectable. Ça arrive après le départ du vice-président Valence, de sa vice-présidence, le départ de la région de 2 autres vice-présidents. Ça commence à faire beaucoup. Et puis ensuite, je pense que ça donne quand même beaucoup de force à ceux qui veulent l'éclatement du Grand Est. Et je pense que c'est le cas de l'extrême droite qui va de nouveau appeler à l'éclatement du Grand Est, mais aussi une partie des Alsaciens et la communauté européenne d'Alsace. Ceux qui n'ont d'autres projets que d'éclater le Grand Est, je pense que c'est pour eux un beau cadeau de Noël. Il a été clairement contredit dans sa politique de fusionner les 3 régions du Grand Est et d'imposer le nom Grand Est. On le voit, tous les groupes politiques ont déposé une proposition de loi pour que l'Alsace redevienne une région de plein exercice, même son propre groupe, dans son propre groupe, ce qui est finalement un désaveu. J'ai proposé de conduire une candidature pour la présidence de la région avec tous ceux qui sont de bonne volonté pour protéger nos concitoyens. C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée. J'ai l'impression presque de revivre un petit peu ce qui s'est passé en 2017 avec le départ de Philippe Richert. C'était à peu près au même moment, pour des raisons totalement différentes. Donc je respecte la décision de l'homme, Jean Rottner. Je pense qu'il a peut-être beaucoup donné pour notre région. Il a fait preuve de grand courage et sa décision qui lui est personnelle, effectivement, je la respecte, mais je mesure la perte que nous avons pour notre région, oui. Nathalie Collin-Osterlé, vous êtes également conseillère municipale et métropolitaine à Metz. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la démission de Jean Rottner ? Écoutez, je crois comme nous tous, avec beaucoup de surprises, de la tristesse aussi, parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour Jean Rottner, qui a su porter haut les couleurs de cette région, qui a su défendre ses intérêts avec beaucoup de passion, d'intelligence. Et j'espère que son départ, évidemment, que nous respectons tous, j'espère que son départ ne va pas être, ne va pas favoriser des déséquilibres. Voilà, j'espère que l'on gardera une cohésion au sein de cette grande région. Merci pour cette première prise de parole. La suite de notre entretien se fera dans quelques minutes et cette fois-ci, on évoquera le Qatargate au sein du Parlement européen. En attendant, avec les températures hivernales, le froid s'invite dans nos foyers et pour pallier le problème, certains décident de compléter leur chauffage principal avec un chauffage d'appoint, électrique, à gaz ou à huile. Ils se vendent comme des petits pains depuis plusieurs jours. Reportage. L'œil sur le thermomètre, les Français surveillent leur chauffage cet hiver. La température de la pièce. Pour gagner quelques degrés sans se ruiner, ils sont nombreux à investir dans un chauffage d'appoint. Dans cette enseigne d'électroménager, Maxime a vendu une centaine de chauffages, mais un, plus que les autres, se démarque. La demande se tourne beaucoup plus sur du bain d'huile, qui est un produit beaucoup plus économe avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le bain d'huile ? Tout simplement parce que l'huile va chauffer, dedans vous avez de l'huile qui chauffe, et tant que l'huile est chaude, ça va continuer de propager la chaleur. En 3 jours, le magasin a vendu une trentaine de radiateurs de ce type. Et justement, cette cliente cherche à faire quelques économies. Elle a donc opté pour ce radiateur bain d'huile. Je viens d'aménager dans un appartement de 80 mètres carrés et avec les normes de l'État, ils ont décidé de fixer le chauffage à 19. Sauf qu'un chauffage de 19 dans 30 mètres carrés, c'est pas pareil que dans 80 mètres carrés. Et là, avec les enfants, c'est pas pratique, on a froid. Dans cet autre magasin, les ventes ont aussi explosé depuis fin octobre. À faible ou à forte inertie, il y en a pour tous les budgets.
Et face au risque de coupure d'électricité, de nombreux Mosellans se sont rués sur les chauffages à pétrole et à gaz, entraînant un problème de réapprovisionnement. Le problème est que appareil à bouteille de gaz, j'en ai actuellement plus du tout en stock. Parce que nous, il faut savoir qu'on fait nos commandes environ 10 mois avant la saison. Et quand on a fait la commande, on n'avait pas toutes les infos concernant les problèmes qu'on rencontre maintenant. Des précautions qui ne seront peut-être pas nécessaires. Selon le réseau de transport d'électricité, la consommation aurait reculé de 9% au cours des 4 dernières semaines. Vous le savez, la Moselle regorge d'entreprises. Focus sur l'une d'entre elles dans la rubrique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des grosses locomotives mosellanes, SEW Usocom, filiale du groupe allemand SEW Eurodrive, implantée depuis les années 90 à Forbach. Ici, on fabrique notamment des motoréducteurs, un dispositif permettant de ralentir différents types de moteurs non automobiles. Et le site de production se veut 4.0. Regardez. Comment transformer ces lingots en pièces finies comme celle-ci? Première étape, les liquéfier grâce à ce gigantesque four. Une fois que l'aluminium est fusionné, nous la convoyons avec des poches de transport directement dans les machines à couler. Les machines à couler, nous dosons une dose d'aluminium en fonction de la taille de la pièce qui sera injectée dans un moule permanent et nous obtenons une première étape de transformation principale dans une forme de pièce. Pièce bichonnée ensuite, ici, par ce robot. Enfin, elle terminera sa route dans l'atelier d'usinage. Nous transformons et nous finissons la pièce de telle sorte à la rendre fonctionnelle pour les opérations de montage qui s'effectuent dans nos différentes usines au travers du monde. Chine, États-Unis, Afrique du Sud, Forbach alimente les usines de montage du groupe sur les 5 continents. Au final, on obtient ce type de produit à destination, là encore, de secteurs divers et variés comme l'aéronautique ou la chimie. Au total, ce sont pas moins de 36 000 pièces qui sont coulées par jour dans ces bâtiments, soit 13 000 tonnes d'aluminium fusionné chaque année. Des volumes très importants, atteignables grâce à des process toujours plus modernes et un accompagnement des compétences. On a beaucoup automatisé, on a fait beaucoup de cellules, on est toujours resté supérieur à 500 personnes sur le site. Donc malgré cette rationalisation de nos process, de nos flux, on génère autant d'activités supplémentaires que ce qu'on va automatiser, ce qui nous permet malgré tout de continuer à grandir. Preuve en est l'extension réalisée en 2021. Un investissement de 30 millions d'euros pour profiter désormais de 50 000 mètres carrés de surface, presque le double par rapport à 1992 et la sortie de terre de l'usine. Bâtiment qu'on commence vraiment à exploiter en termes de process. Et avec ça, on a réceptionné un magasin grande hauteur qui nous permettra d'optimiser et le stockage et la dynamique de nos caisses. Avec cette extension, le site de Forbach veut également développer de nouvelles cellules. L'idée est de connecter les machines de fonderie avec celles de l'usinage. Des projets qui renforceraient encore plus son statut d'usine 4.0. Allez, on quitte le monde de l'industrie pour de l'art. La ville de Bliesbruck peut enfin souffler puisqu'elle a remporté ce dimanche la toile d'Alfred Renaudin mise aux enchères à New York. Bliesbruck était au coude à coude avec 3 autres acheteurs pour tenter de récupérer ce tableau représentant l'une des rues du village. Une vente réussie à hauteur de 1 300 € grâce à une quarantaine de donateurs du village, mais aussi de plus loin. D'ici quelques semaines, ce tableau du peintre paysagiste vosgien réalisé en 1933 sera accroché dans la salle du conseil municipal. Vous ne savez pas quoi faire du 21 décembre au 1er janvier, direction l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz qui renoue avec le ballet traditionnel à l'occasion des fêtes de fin d'année. Coppelia, l'un des plus célèbres ballets classiques, s'invite sur les planches pour 6 représentations. Cette œuvre met en scène un vieux fabricant d'automates, Coppelius, dont le rêve est de créer une poupée dotée d'une âme. Mais la copie mécanique est si réaliste que le jeune Franz s'éprend d'elle et attise par la même occasion la jalousie de sa fiancée. Retrouvez bien entendu tous les détails pratiques sur le site internet de l'Opéra-Théâtre.
Il y a certains métiers qui se transmettent de père en fils, comme pour la boulangerie Stéphanus de Petit-Réderchin en Moselle-Est. Ici, c'est une histoire de famille sur 5 générations, bientôt 6. C'est un reportage dans la farine avec Morane Grandcola. Dans la famille Stéphanus, je demande le fils, le père, le grand-père et la maman. Nous sommes au Meilleurhof à Petit-Réderchin et ici, la boulangerie, c'est une histoire de famille depuis bien longtemps. Ça a commencé à Rohrbach et Bitsch dans les années 1850 par un certain Stéphanus Michel. Et il n'y avait que des Michel à l'époque. Il y avait mon arrière-grand-père qui s'appelait Michel. Mon grand-père s'appelait Michel, je n'ai pas connu, mais... Et après, c'était mon père. Il s'appelait Édouard Stéphanus Michel. Ils étaient tous boulangers. Ils étaient tous boulangers, oui. D'abord établi à Rohrbach, puis au Meilleurhof, la boulangerie Stéphanus a vu défiler pas moins de 5 générations au total. En 2005, l'histoire continue. C'est Christophe, le fils de Gabriel, qui reprend le flambeau. En 2005, mon père est parti à la retraite. Alors donc, j'ai suivi le fil des Stéphanus. J'ai repris cette boulangerie avec ma femme, qui était également du métier au départ. Et après, quand on a repris, elle s'est mise à la vente. Étant jeune, j'ai baigné dans ce monde, Alors donc, j'étais toujours dans la boulangerie avec mes parents, jour de fête et tout. Et arrivé en 3e, je voyais mon frère qui avait 1 an de plus, qui faisait que de travailler à l'école et c'était pas trop mon genre de choix, Alors donc, j'ai décidé de reprendre le flambeau en faisant un apprentissage à Bitsch, à la boulangerie, à la pâtisserie Antoine à Bitsch. Moi, je suis la 5e génération et maintenant que mon fils est également dans cette affaire, ça sera la 6e génération. Donc, de père en fils, tous dans la farine. Et la 6e génération, la voilà. C'est le jeune Florian, actuellement en apprentissage, qui travaille désormais main dans la main avec son père et son grand-père dans la boulangerie familiale. Petit, je venais aider en fait. Je venais aider mes parents. Et par après, je me suis un peu plus éloigné du métier. J'étais au lycée en voie générale d'abord. Puis après, j'ai voulu tenter ma chance en apprentissage et depuis, je suis là-dedans. Tout ce beau monde travaille en famille, une chance selon les Stéphanus, qui peuvent aussi compter sur la maman de Florian. Oui, après c'est quand même un honneur de voir 3 générations ensemble travailler. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour, si jamais il y a quelqu'un qui manque, il y a toujours quelqu'un pour remplacer, Peut-être qu'un jour la boulangerie Stéphanus s'exportera dans d'autres pays, car la 6e génération portée par Florian prévoit de s'installer à l'étranger une fois le diplôme obtenu. Ça me fait plaisir, bien sûr. Ça me fait énormément plaisir que ça continue. C'est très rare que les jeunes y reprennent actuellement. C'est très rare. Et on quitte les fourneaux pour un scandale au cœur du Parlement européen, le Qatargate, une affaire que nous détaillons avec notre invité du jour. Nathalie Collin-Oesterlé, je rappelle que vous êtes députée au Parlement européen. Petit tour des faits, le 9 décembre dernier, la vice-présidente du Parlement européen, entre autres, était inculpée à Bruxelles pour corruption. Le Qatar serait d'ailleurs soupçonné d'avoir versé de grosses sommes pour influencer des décisions économiques et politiques au cœur du Parlement européen. Est-ce que cette affaire, c'est une surprise pour vous ? Oui, bien sûr, c'est une surprise. Nous étions évidemment complètement sous le choc. C'est la sidération, mais c'est aussi beaucoup de colère. C'est aussi beaucoup de colère parce que c'est une infime minorité de personnalités du Parlement européen qui jettent l'opprobre sur l'immense majorité des membres du Parlement européen et qui sont des gens honnêtes, il faut le dire. La classe politique est honnête et ce sont ces personnalités, encore une fois, qui jettent l'opprobre sur toute la classe politique et sur tout le travail parlementaire qui est réalisé. Donc, bien sûr, beaucoup de colère. J'ajoute que le Parlement européen a réagi très vite, puisque lors de la dernière session plénière qui s'est tenue la semaine dernière,
dernière, dès le lundi, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, annonçait donc des décisions très fortes. Le mardi, les députés ont demandé donc de démettre la vice-présidente Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, socialiste grecque, de toutes ses fonctions de vice-présidente. Et bien sûr, on est en train de réfléchir à tout ce que l'on peut mettre en place pour renforcer la transparence au Parlement européen. Mais j'ajoute quand même que cette transparence, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Le Parlement européen est un modèle du genre. Vous n'avez pas un lobbyiste qui peut entrer au Parlement européen sans être inscrit sur un registre, sans que le nom du député qu'il rencontre soit mentionné. Aucun député ne peut recevoir un cadeau d'une valeur supérieure à 150 €. Et lorsque le député représente le Parlement, il n'y a même pas de cadeau du tout qui soit autorisé. Tout ça est sanctionné très sévèrement. Tout ça est évidemment déjà réglementé, très réglementé, beaucoup plus qu'en France. Mais lorsque vous avez des gens malhonnêtes, j'ai envie de vous dire que les valises de billets, elles peuvent circuler, et c'est le cas en dehors du Parlement européen. Et donc là, il faut être extrêmement ferme, avoir des sanctions extrêmement fermes, et pour les corrupteurs et pour les corrompus, parce que c'est le temple de la démocratie européenne, le Parlement européen, qui est attaqué par des États malveillants. Vous avez prononcé le mot lobbying, qui peut faire peur dit comme ça. La frontière est mince selon vous, entre le lobbying et la corruption, qui reste un acte criminel? Non, mais le lobbying, c'est ce que je dis à chaque fois, le lobbying, ce n'est pas un gros mot. Lorsque vous êtes en charge d'un sujet, je l'ai moi-même été, parce que j'étais rapporteur sur la lutte contre les pénuries de médicaments, vous rencontrez tous les acteurs. Défendre ses intérêts, c'est un droit. Vous rencontrez bien sûr l'industrie pharmaceutique, vous rencontrez les associations de patients, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, vous rencontrez tous ces groupements d'intérêts, et ça, c'est tout à fait légitime de défendre ses intérêts. Ce qui est criminel, c'est de corrompre pour ses propres intérêts. Ça, c'est tout à fait criminel. Lors des sessions plénières, il y a ce qu'on appelle des votes de résolution d'urgence. Oui. C'est peut-être un point qu'on peut aborder ce soir. C'est régulièrement initié par des pays étrangers. Est-ce qu'il faut réglementer ces votes de résolution? Oui, pourquoi? Parce que ces résolutions d'urgence, effectivement, qui sont des résolutions en matière de politique étrangère, émanent la plupart du temps des députés qui siègent au sein de la sous-commission des droits de l'homme, celle-là même d'ailleurs où évoluent les personnalités qui sont mises en cause aujourd'hui dans cette affaire du Qatargate. Et les eurodéputés qui soumettent ces résolutions d'urgence ont généralement été démarchés par des pays ou des organisations de la société civile qui vont suggérer des noms, des causes, des affaires, des situations litigieuses. En général, il n'y a pas de problème. Ces causes, d'ailleurs, sont nobles, mais il y a un espace pour l'ingérence et l'abus, même si les causes sont nobles. Donc, il va falloir être beaucoup plus rigoureux, à mon avis, avec ces résolutions d'urgence, les encadrer, et puis qu'elles soient davantage traçables, c'est-à-dire qu'on sache qui est derrière ces résolutions d'urgence et qui a démarché les députés qui portent ces résolutions. Vous parlez de sanctions. Pour le moment, l'affaire est entre les mains de la justice belge. Oui. Est-ce qu'il y aura des sanctions encore plus en interne, une commission spéciale qui va être créée? Déjà, c'est ce que je disais en concernant donc les députés qui sont mis en cause. Des sanctions ont été prises. On a suspendu donc les titres d'accès des lobbies qataris au Parlement européen. On a suspendu tous les travaux relatifs donc au Qatar, et notamment ce qui concerne la libéralisation des visas. On a demandé davantage aussi de transparence sur les groupes d'amitié qui ne sont pas réglementés. Et là, on demande beaucoup plus de réglementation. La création d'une commission spéciale qui a été annoncée pour voir si effectivement il existe encore des lacunes au niveau du règlement intérieur, et puis le lancement d'une enquête interne. Mais je le redis, au Parlement européen, c'est un modèle du genre. Donc les choses sont très encadrées, mais malheureusement, vous n'empêcherez pas la corruption de se faire à l'extérieur de l'enceinte du Parlement européen. Et donc, cela nécessite des sanctions extrêmement sévères, encore une fois, tant pour les corrompus que pour les corrupteurs.
Vous l'avez dit, ça sous-entend donc que ces faits ont été réalisés en dehors du Parlement. Pourtant, ça ébranle de plein fouet l'institution. Bien sûr, lorsque vous avez une vice-présidente du Parlement qui est soupçonnée de corruption avec des sommes énormes qui sont mises en cause, vous imaginez bien que c'est quand même un coup de tonnerre au sein de notre institution qui, encore une fois, est attaquée par des États malveillants qui attaquent en fait le processus démocratique du Parlement européen. Donc c'est une attaque qui est vraiment faite à la démocratie européenne. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau. À bientôt et belle fête de fin d'année à vous. Merci à vous aussi. Avant de passer à la suite de votre programme, direction Cirque-les-Bains pour l'image du jour. Vous apercevez sur ces images la maison de drapier dite Berweiler. Ce bâtiment en péril fait partie des 100 sites remarquables sélectionnés avec le loto du patrimoine. Pour sa sauvegarde, il va bénéficier de 300 000 € d'aide de la mission patrimoine. En février dernier, l'édifice avait d'ailleurs été classé au titre des monuments historiques. Il s'agit d'un des rares témoins des maisons de marchands qui ont été construites entre le milieu du XVIe et début du XVIIe siècle. En 2021, des travaux d'urgence avaient été réalisés avec la DRAC. Cette aide financière et les aides publiques également vont permettre la suite des travaux en 2023. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Mathieu Anquinet pour le dernier numéro de Moselle Sport, suivi de 100% jeunesse à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.